Bonjour à tous. Je vais vous parler d'intelligence artificielle. Vous le savez, depuis quelques années, ce sujet prend une place grandissante dans la société, dans les entreprises, et depuis quelque temps, il connaît une réelle accélération avec la mise sur le marché d'outils révolutionnaires comme ChatGPT, dont vous avez tous très certainement entendu parler. Mais au fait, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir ce qu'est l'intelligence artificielle ? Eh bien, c'est l'objectif de cette présentation, de cette formation, que d'y répondre. Concrètement, il s'agit aujourd'hui de planter le décor pour donner une vision panoramique de l'intelligence artificielle, préciser quelques définitions et concepts, de manière à clarifier tant la sémantique que les grandes catégories de l'intelligence artificielle. Avant même de parler de système artificiel, je vais, pour préciser le vocabulaire, commenter ce que j'ai nommé la pyramide cognitive, qui est une représentation par ordre de complexité croissant des différents niveaux relatifs à la cognition, et qui permet d'établir un parallèle entre la cognition humaine et la cognition artificielle. Commençons par la donnée, qui est au sens strict une représentation conventionnelle de quelque chose à base de signes. En informatique, une donnée est une séquence de 0 et de 1. De manière générale, une donnée est une trace laissée par une activité dans un environnement ou dans un système technique. Fondamentalement, une donnée fournit la capacité de figurer quelque chose. Nous sommes, pour ce qui est de l'artificiel, dans ce qu'on appelle le machine memorizing. À titre d'illustration, avant la découverte de la pierre de Rosette en 1799, pendant l'expédition d'Égypte de Napoléon Bonaparte, et le déchiffrage de cette pierre par Jean-François Champollion, eh bien, les hiéroglyphes n'étaient, à proprement parler, que des données. Au-dessus de la donnée se trouve la notion d'information. L'information est une donnée signifiante, c'est-à-dire une donnée à laquelle est attachée une sémantique. Cela signifie qu'il y a, à côté de la donnée d'origine, quelque chose, une balise, une métadonnée, une étiquette, qui nous dit par exemple que 3,14 est la valeur approximative du nombre pi ou que 300 mètres est la hauteur approximative de la tour Eiffel. Fondamentalement, l'information fournit la capacité à modéliser et à prévoir. Nous sommes ici dans l'univers des systèmes d'information, en anglais le machine processing, développé depuis la création des ordinateurs, qu'il s'agisse par exemple de systèmes de météorologie, de systèmes de gestion dans les entreprises de services ou des systèmes de commande et de contrôle dans le secteur de l'industrie. Plus haut sur la pyramide cognitive, on arrive à la notion de connaissance. Une connaissance de premier niveau par différence avec une connaissance de deuxième niveau que j'évoquerai plus loin. Avoir appris quelque chose, avoir connaissance de quelque chose, c'est avoir mémorisé une corrélation d'informations, quelle que soit la nature de cette corrélation, qu'il y ait ou non rapport de causalité. Connaître quelque chose, c'est avoir mémorisé qu'une information A est liée à une information B d'une manière particulière. Fondamentalement, la connaissance procure, par extrapolation, la capacité à prédire. Prédire, c'est littéralement s'appuyer sur une connaissance issue du passé et dire « il est probable, en première hypothèse, que le futur ressemblera au passé ». Pour ce qui est de l'artificiel, nous sommes dans le domaine de la connaissance artificielle avec les systèmes d'apprentissage, le machine learning, composé de bases de données géantes, le big data,
et de traitements mathématiques permettant de rechercher des corrélations statistiques implicites dans les informations, ce qu'on nomme les analytics. Les systèmes d'apprentissage, autrement dit les systèmes de connaissance artificielle, constituent depuis quelques années une avancée majeure par rapport aux simples systèmes d'information, puisqu'ils permettent d'augmenter considérablement la connaissance que nous pouvons construire autour d'un objet d'étude. Par exemple, une entreprise peut augmenter la connaissance qu'elle a de ses clients afin d'améliorer ses offres de services ou augmenter la connaissance des forces et faiblesses de sa propre organisation. Si l'on monte d'un niveau sur la pyramide cognitive, on parvient maintenant à la notion d'intelligence. Chacun de nous perçoit l'existence d'une différence importante entre la connaissance et l'intelligence. Pour le dire simplement, un parent ou un professeur qui souhaite tester le niveau de connaissance d'un enfant lui dira probablement « trouve la bonne réponse à la question posée ». En revanche, si ce parent ou ce professeur cherche à stimuler l'intelligence de l'enfant, il lui dira plutôt « pose-toi les bonnes questions ». L'intelligence repose sur deux capacités. D'abord, la capacité, par la raison ou par l'imagination, à prospecter, c'est-à-dire à explorer librement le champ des possibles, c'est-à-dire à se poser les bonnes questions, bonnes, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. On est ici dans le registre de l'empathie cognitive, c'est-à-dire la dimension relationnelle de l'intelligence, de cette forme d'empathie qui s'interroge constamment et dit « et si, et si, et si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais ?» Partant de là, l'intelligence, c'est aussi la capacité, pour le dire de manière générale, à repérer les contours et les répétitions de formes, puis à factoriser, c'est-à-dire à abstraire les connaissances acquises sous forme de concepts et à relier ces concepts à d'autres concepts déjà existants de manière à tisser et à étendre un réseau sémantique. Bref, l'intelligence se définit comme la capacité à comprendre, littéralement à saisir avec, à saisir les rapports qui existent entre les choses et les êtres. L'intelligence, en un mot, permet donc de s'adapter. En résumé, l'intelligence commence avec la curiosité et la liberté, acquise ou revendiquée, d'explorer pour déboucher par l'abstraction sur la mise en lien de concepts et l'extension de réseaux sémantiques. Nous sommes ici, pour ce qui est des machines, dans le domaine de l'intelligence artificielle dite faible, qu'on nomme en anglais le machine reasoning. Montons maintenant d'un dernier niveau sur la pyramide cognitive. On parvient au concept de conscience, qu'il faut appréhender de manière quasiment philosophique. La conscience est associée à la faculté de penser, c'est-à-dire à la faculté de ressentir qui ouvre elle-même la voie à la faculté de subjectiver. Concrètement, ressentir, c'est ressentir au travers des interactions développées avec les autres, au travers des émotions développées dans ces interactions. Émotions intériorisées, stabilisées et par-dessus lesquelles se construit un système de pensée. Le mot émotion signifie littéralement, de par son origine latine, motio, ce qui nous met en mouvement et ce qui nous trouble. La conscience, c'est aussi, comme on dit en philosophie ou en psychologie, la faculté de subjectiver, c'est-à-dire de se faire soi-même sujet. Plus précisément, c'est la capacité pour une entité à opérer un double mouvement de différenciation, d'individuation. D'une part, l'entité consciente se constitue en tant que singularité, comme un étant, en se distinguant des autres entités présentes autour d'elle,
Ainsi, chacun de nous peut dire à tout moment « je ne suis pas un autre ». D'autre part, cette même entité consciente, capable à tout moment d'exister et de se regarder exister, de fait se dédouble et se constitue à la fois comme objet et comme sujet. Ainsi, chacun de nous peut reprendre la très belle formule d'Arthur Rimbaud « je est un autre ». La conscience est associée à la faculté de s'auto-produire. Elle suppose une intentionnalité ainsi qu'une capacité réflexive, en l'occurrence une intelligence de soi. Ainsi, juger et oser, par exemple, suppose de se situer dans le registre de la conscience. La conscience, en tant que capacité d'introspection, permet de donner corps à plusieurs concepts dérivés que nous connaissons tous très bien, tels que la connaissance, mais cette fois-ci avec un grand C, une connaissance de deuxième niveau, c'est-à-dire la sublimation des savoirs, telle que l'exprime par exemple Edgar Morin, mais aussi la sagesse, c'est-à-dire une connaissance juste des choses, ce qui implique une notion d'éthique, ou encore l'altruisme, qu'il s'agisse de l'empathie émotionnelle, de la sympathie ou de la faculté de compassion. Nous sommes ici, pour ce qui concerne les systèmes artificiels, dans l'univers de l'intelligence artificielle dite forte, appelée aussi conscience artificielle ou encore machine pensante, en anglais ce qu'on nomme le machine thinking. Et il y a, bien évidemment, autour de la conscience artificielle, encore bien plus que sur les autres niveaux cognitifs, de nombreuses questions très sensibles sur le plan éthique et politique, mais aussi de grandes interrogations sur la faisabilité technique de tels systèmes, indépendamment de savoir s'il est souhaitable ou non que de tels systèmes voient le jour. Voilà pour la pyramide cognitive. Vous avez pu noter, et c'est très important, qu'à chaque niveau cognitif de cette pyramide correspond son vocabulaire propre et que les mots ne sont pas interchangeables d'un niveau à l'autre. Notez aussi, à l'issue de ces explications, que plutôt que d'employer l'expression « intelligence artificielle », dont l'usage est bien installé, mais qui est une expression un peu fourre-tout, un peu vague, qu'il vaudrait mieux, en toute rigueur, pour couvrir tout le spectre de la cognition, parler de systèmes cognitifs artificiels. Poursuivons. Je vous propose maintenant, si vous souhaitez disposer de définitions de l'intelligence artificielle, de retenir l'une des trois formulations à venir. Tout d'abord celle-ci. On peut définir un système d'intelligence artificielle comme un ensemble de technologies visant à répliquer des capacités cognitives humaines pour atteindre des objectifs de manière autonome en tenant compte des contraintes et des obstacles de l'environnement. Il s'agit là de la définition la plus large, incluant l'intelligence artificielle forte, proposée initialement par Société Générale et reprise par le CIGREF dans son livre blanc en septembre 2016. Si maintenant vous souhaitez exclure de cette définition toute référence à la conscience artificielle, en pensant que c'est tout à fait prématuré d'y faire référence, vous devrez apporter une restriction à propos des objectifs en précisant pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés pour exclure toute possibilité d'intentionnalité, c'est-à-dire la possibilité pour un système de fixer ses propres objectifs. Il s'agit là de la définition volontairement restreinte à l'IA faible que Société Générale a portée en avril 2020 en réaction à la publication par la Commission européenne de son livre blanc sur l'intelligence artificielle. Enfin, si vous souhaitez disposer d'une définition encore plus précise et plus récente, vous pouvez retenir celle-ci. Par système d'intelligence artificielle, on entend un système conçu pour fonctionner avec un haut niveau d'automatisation qui,
pour atteindre un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, est capable de générer des résultats qui, si l'humain en décide ainsi, peuvent être utilisés pour produire des effets tels que du contenu, des prédictions, des recommandations, des décisions influençant les environnements avec lesquels le système d'intelligence artificielle interagit. Il s'agit là de la définition, toujours volontairement restreinte à l'IA faible, portée par Société Générale, puis par la Fédération bancaire française en 2021 et 2022, en réaction au projet d'IA Act de la Commission européenne. Cette définition insiste sur le fait que seuls des humains, individus ou organisations, sont responsables des usages qu'ils font de l'intelligence artificielle. En effet, en l'absence d'IA forte, c'est-à-dire de conscience artificielle, et c'est là le point clé, en l'absence d'IA forte, l'intelligence artificielle n'est qu'un objet technique. Or, un objet technique ne fait jamais rien, ni ne décide jamais rien par lui-même, il ne fait que ce que l'homme décide de faire de lui. La notion de décision implique en effet, en philosophie et en droit, des notions de conscience, d'autonomie, d'intentionnalité et de responsabilité. Cette dernière définition souligne notamment qu'il ne faut pas confondre la notion d'autonomie avec celle d'automatisation. Autonome, du grec autonomos, signifie qu'il se gouverne par ses propres lois. L'autonomie suppose une notion d'intentionnalité, c'est-à-dire, nous l'avons vu, la faculté de s'assigner ses propres objectifs. Par exemple, il est important d'éviter, autant que faire se peut, l'expression très marketing de voiture autonome et de la remplacer par l'expression voiture automatisée, certes moins attractive, mais beaucoup plus conforme à la réalité. Voilà pour les définitions de l'intelligence artificielle. Ouvrons maintenant la boîte, le capot, et regardons ce que contient un système d'intelligence artificielle et quels sont les principaux domaines et les principales techniques de l'intelligence artificielle. En schématisant, un système d'intelligence artificielle est susceptible de combiner ou d'hybrider plusieurs approches. D'une part, des approches dites de première génération, utilisées et maîtrisées par les entreprises depuis des décennies. Seules ou combinées entre elles, elles permettent de produire des systèmes réputés déterministes et prévisibles. D'autre part, des approches dites de seconde génération qui, seules ou combinées entre elles, produisent des systèmes susceptibles de mettre au jour des propriétés émergentes des environnements qu'ils analysent ou qu'ils explorent. Pour ce qui est des approches de première génération, on distingue deux grandes catégories. L'approche symbolique ou logique, qui s'appuie sur des ontologies, c'est-à-dire des modèles de connaissances et des règles. L'approche statistique ou bayésienne, qui s'appuie sur des événements et des prévisions de probabilité. Pour ce qui concerne les approches de seconde génération, on distingue trois catégories. L'approche connexionniste, qui manipule des données dans le but de rechercher des corrélations entre ces données. L'approche évolutionniste ou darwinienne, qui s'appuie sur ce qu'on appelle de manière générique des populations, dans le but de rechercher les individus les plus adaptés. Le mot individu peut désigner des personnes, mais aussi des morceaux de code, des logiciels, ou encore tout autre type d'entité organisée susceptible d'évoluer. Enfin, l'approche distribuée, collective, on parle ici d'agents et d'interactions entre agents. Un agent est une entité ayant la faculté d'interagir avec son environnement ou avec d'autres agents. Un agent peut être une personne, un animal ou un programme informatique. Par définition,
toute entité susceptible d'agir. Si l'on regarde maintenant les principaux algorithmes associés à ces approches, pour l'approche symbolique, on trouve les systèmes experts, c'est-à-dire des bases de connaissances avec des faits et des règles d'inférence associées à des moteurs d'inférence. À noter qu'en théorie, n'importe quel système d'information à vocation industrielle peut et devrait être considéré d'un point de vue fonctionnel comme un système expert. Pour l'approche statistique, on trouve les algorithmes bayésiens qui font de la prévision de probabilité d'événements en fonction de l'analyse d'événements passés. Pour l'approche connexionniste, on est sur les systèmes dits d'apprentissage automatique, le machine learning en anglais, qui vont de la simple régression linéaire jusqu'au sous-domaine de l'apprentissage profond, le deep learning, grâce notamment au réseau de neurones. Pour l'approche évolutionniste, on retrouve les algorithmes génétiques qui fonctionnent selon le paradigme de la théorie de l'évolution, c'est-à-dire par croisement et variation de génotypes et sélection de phénotypes. Enfin, pour l'approche distribuée, on parle de système multi-agents. Un système multi-agent est un système auto-organisé, composé d'un ensemble d'agents actifs dans un certain environnement et interagissant selon certaines règles. Les agents ont la propriété d'être au moins partiellement autogérés ou autonomes, ce qui exclut tout pilotage centralisé du système global. Fonctionnellement, tout système d'information peut et devrait être considéré comme un système multi-agent. Enfin, si l'on regarde les principaux domaines d'application associés à ces approches, l'approche symbolique est recommandée pour le diagnostic et la prescription en médecine ou en informatique. L'approche statistique se concentre sur le diagnostic en médecine et en informatique. L'approche connexionniste a de très nombreux usages dans la reconnaissance de voix, d'images statiques ou dynamiques, de patterns de fraude, dans la recommandation, le conseil, le marketing et plus récemment dans la génération interactive de contenu. L'approche évolutionniste, quant à elle, est bien adaptée à la simulation et au design. Enfin, l'approche distribuée a de nombreux débouchés possibles pour faire de la simulation ou alors en urbanisme, qu'il s'agisse d'espaces urbains ou de génie logiciel pour des systèmes d'information de grande taille ou encore dans le pilotage de flottes civiles ou militaires. Je vais maintenant zoomer rapidement sur l'approche connexionniste, puisque c'est là que depuis quelques années se concentre toute l'attention de l'industrie des services dès que l'on parle d'intelligence artificielle. Avec l'approche connexionniste, nous sommes très exactement dans le domaine des systèmes d'apprentissage automatique, ce qu'on nomme le machine learning. Quel est le principe général ? Je le rappelle en quelques mots, l'apprentissage automatique permet à un système d'apprendre en mettant au jour des répétitions, des patterns, des corrélations dans le flux de données qu'il reçoit. On parle de système data-driven. Au fur et à mesure que les algorithmes ingèrent des données d'apprentissage, il devient possible de créer des modèles de plus en plus précis basés sur ces données. Un modèle de machine learning, c'est par définition le résultat généré lorsqu'on entraîne un algorithme d'apprentissage automatique avec ces données. Et in fine, après apprentissage, lorsqu'on fournit des données en entrée à un modèle, on obtient en sortie des prédictions déterminées par les données qui ont servi à entraîner le modèle. Pour terminer, je vais zoomer encore un peu plus sur une sous-catégorie de l'approche connexionniste,
celle qui est très en vogue depuis quelques mois, que l'on nomme l'IA générative et dont fait partie ChatGPT. Qu'est-ce que l'IA générative? C'est un type d'intelligence artificielle capable de générer du texte, des images ou d'autres médias en réponse à des questions, à des invites. Les modèles génératifs apprennent les modèles et les structures de données d'entrée, puis sont capables de générer un nouveau contenu similaire aux données d'entrée sous une forme adaptée aux questions qu'on leur adresse. L'IA générative peut être unimodale, c'est-à-dire avec un seul type d'entrée, par exemple du texte, ou alors multimodale, c'est-à-dire avec plusieurs types d'entrées, par exemple du texte et des images. Quelques mots à propos des modèles sur lesquels s'appuie l'IA générative. Il y a ce qu'on appelle les réseaux antagonistes génératifs, les GAN, c'est-à-dire des réseaux formés ensemble dans un processus compétitif, je ne détaille pas. Et puis, il y a surtout, depuis 2017, ce qu'on appelle les GPT, les transformeurs génératifs pré-entraînés. Ce sont de grands modèles de langage, ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, disposant de plusieurs milliards de paramètres, formés sur de très grands corpus de données en entrée et permettant de générer des résultats compréhensibles par un humain. Les GPT ont la particularité, c'est leur force, d'être des modèles offrant nativement une grande parallélisation de traitement des données d'entrée, permettant ainsi de traiter d'immenses ensembles de données, tant dans le domaine du langage, de la vision ou des IA génératives. Les logiciels comme ChatGPT pour la création de textes ou comme Midjourney pour la création d'images, pour ne prendre que quelques exemples parmi les plus connus, font partie de la famille des GPT. Voilà, avec ce zoom sur les systèmes d'apprentissage et les IA génératives, je termine ici cette formation, ce panorama sur l'intelligence artificielle qui, je l'espère, vous aura intéressé. En conclusion, nous l'avons vu, la création de systèmes d'intelligence artificielle, plus précisément de systèmes cognitifs artificiels, nécessite, pour élargir nos horizons de compréhension et de conception de tels systèmes, de distinguer et d'articuler avec précision des notions de données, d'information, de connaissances, d'intelligence et de conscience. Nous avons vu également que les 5 grandes approches pour construire ces systèmes, allant de l'approche symbolique à l'approche distribuée, témoignent de la diversité et de la richesse des ressources algorithmiques disponibles pour construire ces systèmes. En particulier, l'approche connexionniste, illustrée par le machine learning et les IA génératives, offre des perspectives passionnantes. Ces systèmes, capables d'apprendre et de nous apporter, au travers du langage naturel, sous forme de réponse à nos questions, une connaissance potentiellement omnisciente du monde, ouvrent des portes vers des domaines jusqu'alors inexplorés. Les applications que l'on entrevoit dans les secteurs tels que la médecine, l'ingénierie, la création artistique et bien d'autres repoussent les limites de ce que nous pensions possible. Cependant, avec ces incroyables avancées, viennent également des responsabilités. Nous devons garantir que ces technologies servent l'humanité en respectant des normes éthiques rigoureuses, ce qui implique de naviguer avec précaution dans les questions, entre autres, de confidentialité, de transparence, de justice sociale. Gardons à l'esprit que l'intelligence artificielle, en tant qu'artefact que nous produisons et avec lequel nous évoluons, reflète le potentiel de l'espèce humaine, mais aussi ses contradictions. La recherche d'un usage responsable de l'intelligence artificielle doit donc nous inciter à repenser constamment, au travers
d'une approche transdisciplinaire notre relation à la technologie pour cultiver une collaboration harmonieuse entre l'homme et la machine. En continuant à explorer les frontières de la cognition, avec comme boussole l'intérêt des générations futures, nous pouvons construire un avenir où l'intelligence humaine et artificielle, la créativité, la pleine conscience sous toutes ses formes, l'empathie, la sympathie et la faculté de compassion peuvent, si nous en décidons ainsi, se rejoindre pour façonner un monde meilleur pour tous. Je vous remercie de votre attention.